Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce France Info Soir. C'est parti pour 3 heures d'information et de décryptage avec Céline Bosquet et Patricia Loison. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Qu'y a-t-il dans les journaux ce soir ? Bonsoir Patricia, bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. Nous parlerons ce soir de la neige qui tombe à gros flocons dans la région Rhône-Alpes. 7 départements sont en vigilance orange, neige et verglas ce soir. Dans le 23h, la neige bien sûr également, mais focus sur un conflit oublié. Haïti ravagé par les émeutes et les pillages. Le reporter Daniel Grand-Clément en arrive. Il s'arrête sur notre plateau et sonne l'alerte sur la situation. Nous reviendrons sur la mobilisation du personnel à l'hôpital et les déclarations d'Emmanuel Macron. Et nous passerons ce nouveau conflit social au crible de la philo avec France Culture. C'est la signature du 23h. Et puis, un peu de musique pour alléger l'actu. Arriverons-nous à vous faire danser la salsa, Nathanaël? On verra. Vous avez mis votre tenue de gala. Exactement. Ce soir, c'est notre live musical. Fabián Ordóñez viendra souffler la mélancolie du flamenco sur le plateau de France Info. On a hâte, vous verrez, c'est magnifique. Rendez-vous est pris, Patricia, à 23h pour ce petit cours de danse. En attendant 24 heures politique, Stéphane Vernet revient sur la rencontre cet après-midi entre Emmanuel Macron et le personnel hospitalier. Le chef de l'État peut-il calmer la colère sociale? Nous verrons à quoi correspond ce changement de stratégie de l'exécutif. 21h50, un œil sur le monde. Depuis Washington, ce soir, Jean-Yves Le Drian participe à une réunion de la coalition pour évoquer la lutte contre l'État islamique. Le sort des djihadistes étrangers doit être abordé. 22h, vrai ou fake? Ce soir, l'envers de l'info est consacré aux intox et aux préjugés sur l'éducation des enfants. Faut-il laisser bébé pleurer? Faut-il être autoritaire? Julien Pain et Adrien Roire répondront à vos questions. Et puis à 22h40, Dorothée Gilbert, danseuse étoile du Ballet de l'Opéra de Paris, viendra nous parler de sa carrière et nous présenter son livre Étoile, un témoignage très fort sur la vie d'une des plus grandes danseuses actuelles. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Alors bienvenue. Voilà, France Info, il est 21h, premier journal de cette soirée avec Céline Bosquet. Bonsoir Céline. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous à la une. Ce soir, 8 départements en vigilance orange, dont 7 départements de l'Est de la France en vigilance orange, neige et verglas. Nous serons en direct de l'autoroute A48 dans l'Isère avec notre journaliste Olivier Martin. La crise des hôpitaux et une journée d'action nationale du personnel hospitalier aujourd'hui. Face aux milliers de manifestants, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'urgence conséquent. Nous en parlerons avec Jean-Marie Godard, journaliste qui publie chez Fayard. Bienvenue aux urgences. Et puis Hong Kong, la colère des manifestants pro-démocratie, des actes de vandalisme et des affrontements paralysent l'ex-colonie britannique. Un deuxième manifestant est mort, un homme de 70 ans décédé après avoir été blessé par un jet de briques. Il neige donc à gros flocons dans la région Rhône-Alpes et au réveil demain matin, les quantités de neige devraient être très importantes. 7 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Un autre, du sud-est du pays, est placé en alerte inondation et vague submersion. On fait le point avec Johan Rolla. Un parcours semé d'embûches dans les rues de Valence dans la Drôme. Ici, une neige lourde et collante est tombée en abondance tout l'après-midi, prenant au dépourvu de nombreux automobilistes. On est rentré plus tôt du boulot, c'est tout. Voilà, tout simplement. Tout le reste, on va le faire à pied, on n'a pas le choix. Les enfants, demain, ils n'iront pas à l'école. Aujourd'hui, jusqu'à 40 cm de neige sur les hauteurs du département de la Loire, dans le massif du Pilat. Ici, plusieurs véhicules ont dû être remorqués et les équipements neige sont obligatoires pour passer certains cols. Le plus compliqué, c'est vraiment les gens qui ne s'équipent pas, qui prennent la route et qui bloquent en travers, quoi. Mais sinon, si on y va doucement, tout se passe bien, quoi. En plaine, dans la vallée du Rhône, plus de 10 cm par endroit. Et sur ce tronçon de l'autoroute A7, où les voitures roulent au pas derrière les déneigeuses, interdiction aux poids lourds de circuler. Un principe de précaution également appliqué sur l'A48, près du col de la Rossatière, entre Lyon et Grenoble. Bonjour, vous allez jusqu'au bout. Okay. Vous faites demi-tour et vous vous mettez en rang derrière les autres. Pour l'instant, les conditions de circulation ne permettent pas de les laisser circuler. Ces chauffeurs ignorent combien de temps ils resteront stationnés sur cette aire de stockage. Je pense qu'on est là bloqué pour un bon moment. Vous avez de quoi dormir si jamais vous devez passer la nuit ici? Bah écoutez, moi non, j'ai pas de nourriture, j'ai rien, j'ai pas de couverture. Bon, j'ai une couchette, mais j'avais pas prévu. Dans le Var, pas de neige, mais beaucoup de pluie. Près de Draguignan,
Ce soir, tout le département est en vigilance orange face au risque inondation. Et c'est Olivier Martin que l'on retrouve dans l'Isère, sur l'autoroute A48. Bonsoir Olivier, un mot d'abord sur les conditions de circulation. Voilà, la neige tient sur la chaussée de l'autoroute A48 qui se trouve juste derrière vous. Oui, des conditions de circulation dégradées, non seulement aux abords des grandes agglomérations, mais également sur le réseau autoroutier. On signale des difficultés de circulation dans la vallée du Rhône, dans la Loire et ici en Isère sur la 48. Eh bien, il continue de neiger abondamment. Pour autant, les interdictions de circulation des poids lourds sur les grands axes ont permis autant que possible de fluidifier le trafic jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Olivier, il neige à gros flocons, on le voit sur vos images. La neige tient derrière, d'ailleurs, sur la chaussée. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures ? Eh bien, les autorités recommandent aux automobilistes la plus grande prudence parce que concernant la météo, il n'y aura pas d'accalmie avant 23h minuit et on redoute surtout une baisse des températures qui pourrait occasionner la formation de plaques de verglas dans les heures qui viennent. Olivier Martin, en direct de l'autoroute A48 dans l'Isère. Merci beaucoup Olivier. Alors voilà donc pour la situation en Isère. Sophie Gauthier, bonsoir. Plusieurs autres départements sont concernés par cet épisode neigeux. Les flocons tombent en abondance d'ailleurs dans certaines régions depuis plusieurs heures. Oui, tout à fait. Et ces chutes de neige, elles provoquent déjà des dégâts. Regardez, en Ardèche, près de 63 000 habitants sont actuellement privés d'électricité. À Tournon, une ligne électrique de 20 000 volts est tombée. Alors, il neige beaucoup sur ces 7 départements et certaines villes affichent déjà près de 10 à 20 cm de neige. Regardez, par exemple, cette vidéo prise par Sébastien Brana, une vidéo de la gare de Valence, gare TGV. On va vous la remettre. Regardez, l'image est superbe, cette gare de Valence entièrement recouverte d'un manteau blanc. Et donc, une image superbe, mais qui forcément perturbe le trafic ferroviaire, notamment 3 lignes. Regardez sur le site TER, cette infotrafic, les lignes Grenoble-Valence, Grenoble-Lyon et Grenoble-Gap sont complètement interrompues dans les 2 sens de la circulation, et ce, pour toute la soirée, reprise normalement du trafic demain matin. Mais cette chute anormale de neige, eh bien, elle provoque aussi de la joie chez les Français. Regardez par exemple ce tweet qui a été pris, cette vidéo à La Salette, c'est dans l'Isère, avec ces mots: première grosse chute de neige, c'est beau et c'est si calme et silencieux. Voilà un avant-goût des sports d'hiver, et puis pourquoi pas, peut-être aussi l'occasion de faire une petite bataille de boules de neige. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Sophie. Bien sûr, nous vous tiendrons informés des chutes de neige et des conditions de circulation dans toute la France. Dans le reste de l'actualité, la crise des hôpitaux, Céline. Face à la mobilisation nationale du personnel hospitalier, Emmanuel Macron a réagi lors d'un déplacement dans la Marne. Il annonce des décisions fortes qui seront présentées mercredi prochain. L'hôpital public est à bout de souffle, des médecins aux aides-soignants. Tous étaient dans la rue aujourd'hui pour exiger davantage de moyens et d'effectifs. Jeanne Benzima et Jean-Marc Nouknouk sont allés à leur rencontre. Ils veulent montrer que l'hôpital public est à genoux et ne veut plus se laisser faire. Infirmiers, aides-soignants, médecins défilent côte à côte à l'image des équipes de la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui comme service à la manifestation? Tous, il y a tous les services. Tous les services de France, tous les hôpitaux, c'est énorme. En tête de cortège, cet infirmier en urgence pédiatrique. Il a été l'un des premiers à manifester en avril dernier pour dénoncer une dégradation de la qualité des soins. On ne peut pas se permettre de discuter une demi-heure ou 20 minutes avec l'enfant ou même les parents. Par exemple, sur des annonces de pathologies type leucémie ou diabète, on ne peut même pas se poser avec l'enfant et discuter avec les parents parce qu'on n'a pas le temps. On oublie parfois qu'on a des jeunes patients et qu'on a des humains en face de nous. Et moi, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas ne pas traiter mes patients comme des humains. Manque de temps, manque d'effectifs, c'est ce que sont venus dénoncer ces 2 professeurs en médecine de l'hôpital Cochin. Vous êtes inhabitués des manifestations? Pas franchement. D'habitude, on travaille auprès des patients. On n'est pas dans la rue à hurler. On est dans le soin. Je suis radiologue. Et dans notre service, nous sommes obligés, actuellement, à l'hôpital Cochin, de fermer un de nos scanners à 15h30 parce qu'on n'a plus de manipulateurs radio. Ah oui. Parce qu'ils sont partis dans le secteur privé. Je ne peux pas les blâmer. Leur salaire est doux. La reconnaissance salariale
Une revendication portée par ces équipes venues de Bretagne ou encore du Havre. Ces infirmières de bloc opératoire sont amenées à réaliser de plus en plus de tâches qui ne devraient pas leur incomber. En moyenne, elles gagnent 2 000 € bruts sans les primes. Les primes annoncées, ça ne suffit pas. Ça ne va pas. Le gouvernement, il donne des primes. Mais nous, on ne veut pas des primes, on veut une augmentation de salaire. On a quand même un bac plus 5 et donc on veut une augmentation de salaire. Les infirmières ne sont pas payées. Et ils ne se rendent pas compte aussi du travail qu'on fait. Et si la nouvelle génération d'externes est venue marquer son soutien, certains se posent des questions sur l'avenir. Ça peut remettre en question votre envie, votre vocation. Peut-être. Quand on se rend compte de la réalité à l'hôpital, des gardes qui sont longues, fatigantes, où on n'est même pas encadré par des chefs, où on doit faire tout seul alors qu'on n'a pas encore du tout appris, c'est vrai que ça décourage un petit peu et ça fait perdre un petit peu foi en l'hôpital public. Toutes générations confondues, ils espèrent une prise de conscience des pouvoirs publics. Et d'autres manifestations avaient lieu cet après-midi en province, à Bordeaux, à Toulouse ou à Nice. Sur ces images, des rassemblements également en Outre-mer, à La Réunion notamment, devant les CHU de Lille. 300 à 400 blouses blanches étaient présentes. Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet particulièrement sensible, notre invité Jean-Marie Godard, vous êtes journaliste, vous publiez chez Fayard, bienvenue aux urgences, l'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu. Vous avez recueilli le témoignage des urgentistes. Ils ont de bonnes raisons de se plaindre? Oui, ils ont de bonnes raisons de se plaindre. Alors la colère n'est pas récente, elle a éclaté là de manière assez spectaculaire puisque ça fait 8 mois que le mouvement dure. Mais c'est 30 ans de problèmes accumulés et la colère est tout à fait légitime parce qu'en fait les urgences sont une digue, en fait un réceptacle de tout ce qui dysfonctionne à l'extérieur de l'hôpital. C'est la dernière porte vers laquelle on peut se tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 quand on n'a plus de solution. Et ils ne font pas que de la médecine, mais aussi du social. Donc ça veut dire que quand les urgentistes sont dans la rue, c'est que le problème est grave. Ah, c'est vraiment que le problème est grave. Et les urgences sont aussi le reflet des problèmes de la société. Je veux dire, ils gèrent tout. Ils gèrent tout. La prise en charge des personnes âgées, la précarité, les SDF, voilà, ce qu'on pourrait appeler la bobologie, mais les gens viennent aux urgences. Il y a beaucoup de chefs de service qui me disaient les gens viennent aux urgences pour des petites choses, des fois, parce qu'on ne leur propose pas autre chose à l'extérieur. Donc le problème, c'est l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel que les urgentistes défendent. Béquegon, ils disent, nous, on a choisi ce boulot et on est attaché au service public justement parce qu'il y a cet accueil inconditionnel. Le problème, c'est que cet accueil inconditionnel fait que nous, on n'a pas le droit de dire non et on est très content de ne pas dire non, mais on est de plus en plus entouré par des institutions, par des gens à l'extérieur qui, ont le pouvoir de dire non. Donc tout finit aux urgences. Donc finalement, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, parce que vous disiez que ce mouvement a débuté en mars, mais que c'est une situation qui dure depuis des années. Donc vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Il dit qu'il a hérité de cette situation catastrophique. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le diagnostic que pose Emmanuel Macron dans le petit discours qu'il a fait aujourd'hui, il est tout à fait exact. Tout ce qu'il a dit sur le diagnostic est exact. D'ailleurs, il n'y a pas un urgentiste qui dira le contraire. En revanche, maintenant, ce qu'ils attendent, c'est, puisque le président lui-même pose ce diagnostic, pose le diagnostic que nous, on dénonce depuis des années, les urgentistes, et dans ce cas-là, ça veut dire que maintenant, ça l'oblige à agir. Est-ce qu'il a les clés, justement, pour répondre à cette crise du milieu hospitalier et des urgentistes? Je pense que... Ça peut être résolu mercredi prochain ou pas? Je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que le président va annoncer, parce que je pense qu'il a pris vraiment la mesure de la colère et du malaise. Le problème, là où je pense qu'il faut changer de paradigme et de vision des choses, et là où je pense que les politiques se plantent depuis très longtemps, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe aux urgences, on dit, et qu'on prend des décisions politiques, on dit on va recentrer les services d'urgence des hôpitaux publics sur l'urgence vitale. Mais ça fait 30 ans que les urgences ne gèrent plus seulement de l'urgence vitale. Les urgences gèrent du social, du médical, de la précarité. Moi, j'ai vu des cadres de services qui m'ont dit, dans des grands hôpitaux publics, des grands CHU, qui m'ont dit, si l'urgence, c'est un café et une paire de chaussures, on va le faire. On va le faire. C'est-à-dire que... C'est l'impossibilité de dire non. C'est l'impossibilité de dire non, mais ça veut dire aussi que les urgences sont une nécessité absolue et que, en fait, elles gèrent plein de problèmes à l'extérieur, de choses qui ne fonctionnent plus. Et donc, ça veut dire que... Et ça fait 25-30 ans que ça dure. Il y a même un chef de service adjoint un jour qui m'a dit les urgences, en fait, pour résumer, c'est les peines de cœur et l'infarctus, mais on a beaucoup plus de peines de cœur que d'infarctus. Les urgences vitales, elles sont gérées à l'hôpital. Elles sont gérées par les SAMU, elles sont gérées en réanimation.
Les urgences, en fait, aujourd'hui, et je pense que c'est à partir de cette vision-là qu'il faut travailler si on doit prendre des décisions politiques, c'est devenu des grands dispensaires d'accueil, public. L'œil, le regard de Jean-Marie Godard, journaliste et auteur chez Fayard de Bienvenue aux urgences. L'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu. Merci en tout cas pour vos explications. Et au moment où le monde hospitalier manifestait à Paris et en province, Emmanuel Macron était dans la Marne et en réponse directe aux revendications des manifestants, le chef de l'État a promis des annonces pour mercredi prochain. On a le sentiment qu'il reprend la main sur ce dossier. Valérie Astruc. Emmanuel Macron semble avoir retenu la leçon de la crise des Gilets jaunes. Plus question de se montrer inflexible, répondre tout de suite à la grogne qui se cristallise à l'hôpital. D'où cette déclaration ici à Épernay. Le président affirme regarder la colère de manière concrète et admet que le plan pour l'hôpital de septembre dernier ne va pas assez vite. Il annonce donc un nouveau plan pour l'hôpital qui sera dévoilé mercredi prochain avec des milliards d'euros à la clé. Bercy, qui jusque-là refusait de débloquer l'argent, a donc cédé aux injonctions présidentielles. Surtout, à 3 semaines de la grande grève dans les transports contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut à tout prix désamorcer la colère pour éviter qu'elle se généralise, d'autant que les sondages montrent que l'opinion reste sceptique. 2/3 des Français pensent que le président ne comprend pas les réalités du quotidien. Le président aujourd'hui veut donc montrer qu'il est à l'écoute, éviter que l'incendie se propage. Dans l'actualité également, un mois après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, le Parlement européen a validé celle du Français Thierry Breton. L'ancien PDG du groupe Atos sera commissaire européen au marché intérieur et au numérique. La présidence française salue une très bonne nouvelle. Et puis cet incendie spectaculaire au cœur d'Annecy. Et oui, à l'heure du déjeuner, un incendie a ravagé la toiture de la mairie. Le personnel a dû être évacué, tout comme l'école voisine. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Selon les premières constatations des pompiers, le feu a démarré accidentellement dans une armoire électrique du 3e étage. Voilà, on passe à l'actualité à l'étranger maintenant, Céline. Et puis à Hong Kong, un homme de 70 ans est mort après avoir été blessé par un jet de briques lors d'une manifestation. Les affrontements entre insurgés et policiers sont de plus en plus violents. Les manifestants bloquent les axes routiers, les métros aussi. La ville est paralysée. Arnaud Miguet. Des catapultes pour se défendre ou attaquer la police. Des cocktails Molotov fabriqués à la chaîne sur le campus d'une des meilleures universités de Hong Kong. Les étudiants pro-démocratie se préparent à une nouvelle bataille. Tous les moyens sont bons. Les briques des trottoirs permettent d'ériger des barricades pour bloquer les routes. Ils veulent par tous les moyens et des lois d'urgence nous empêcher de manifester. Mais nous devons continuer. Et voici la scène sur le site d'une autre université la nuit dernière. Une zone de guerre. Jamais les affrontements avec la police n'ont été aussi violents. Des flèches et des pavés contre 1500 bombes lacrymogènes et 1300 balles en caoutchouc tirées par la police sur les plus radicaux des contestataires. Depuis 4 jours, l'ex-colonie britannique est paralysée. Métro à l'arrêt ou vandalisé. Les écoles sont fermées. Les commerces, rideaux baissés. La ville de près de 8 millions d'habitants est sous haute tension. Des manifestations continuent, à la pause déjeuner comme aujourd'hui dans le quartier d'affaires. Mais toute personne qui tente de se mettre en chemin de certains manifestants risque le lynchage comme cet homme. Ces étudiants venus de Chine continentale, eux, ont fait leurs valises exfiltrées par Pékin, qui craint désormais pour leur sécurité. Après avoir réitéré son soutien à Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, et demandé un retour à l'ordre, Pékin pour le moment laisse sombrer Hong Kong dans le chaos, même après 5 mois de contestation. Après 2 jours d'affrontements, Israël et le djihad islamique ont annoncé un cessez-le-feu entré en vigueur tôt ce matin, mais c'est un calme précaire. Bonsoir Baptiste Falvos. De nouveaux tirs venus de Gaza ont été entendus aujourd'hui. Oui, 5 roquettes qui ont été en fait tirées ce matin depuis Gaza. 2 d'entre elles auraient été interceptées par l'armée israélienne. On notera quand même qu'il n'y a pas eu de riposte de cette armée israélienne. Pas de nouvelles roquettes tirées non plus côté gazaoui. Donc bon an, mal an, ce cessez-le-feu pour le moment a l'air de tenir. Alors je vous rappelle qu'il a été conclu, vous l'avez dit, pas entre Israël et le djihad islamique, sous le parrainage de l'Égypte d'ailleurs hier soir. Il prévoit qu'Israël cesse ses assassinats ciblés dans la bande de Gaza.
Rappelons que c'est l'un de ces assassinats, celui d'un cadre du djihad islamique mardi qui a mis le feu aux poudres. Israël également qui s'engage à ne pas tirer sur les manifestants qui se regroupent chaque vendredi le long de la frontière entre Gaza et Israël dans le cadre de ces fameuses marches du retour. Alors le vrai test, justement, il aura lieu demain, vendredi, à l'issue et pendant surtout ces marches du retour au cours desquelles il y a souvent des incidents. Et les factions palestiniennes, elles, dans le cadre justement de cet accord de cessez-le-feu, s'engagent justement à éviter tout débordement dans ces manifestations et bien sûr également cesser leurs tirs de roquettes contre Israël. Voilà les explications de Baptiste Falvos depuis la rédaction de France 24. Merci beaucoup, Baptiste. Allez, on termine avec un mot de sport, Nathanaël. L'équipe de France de football s'est qualifiée pour l'Euro 2020 après le match nul entre la Turquie et l'Islande. Les Bleus affrontent donc ce soir sereinement la Moldavie sur la pelouse du Stade de France. Et allez, je vous donne le score. Si vous voulez, de toute façon, je ne comptais pas regarder ce match qui compte pour du beurre, je vous le rappelle. Voilà, on ouvre une page politique maintenant.